Sous ses airs de gentil papy, Tony Accardo était aussi cruel, si ce n'est plus cruel que les autres. C'était un homme très violent. Il n'était pas surnommé le batteur parce qu'il faisait des gâteaux. Tous ceux qui descendaient quelqu'un au nom de la mafia de Chicago devaient d'abord lui demander. Comme l'a dit un jour un des leaders de l'outfit, Tony en avait plus dans le ciboulot en se levant le matin qu'Al Capone en toute une vie. Tony Accardo a fait de la mafia l'organisation criminelle la plus rentable et la plus lucrative du monde. Janvier 1943. Les chefs de l'outfit de Chicago sont en pleine opération d'extorsion de fonds à grande échelle, resserrant les taux sur le syndicat des projectionnistes de cinéma pour avoir la main mise sur les studios hollywoodiens et ainsi récolter des millions. Mais ça sent le roussi pour le parrain Frank Nitti. Il est dans le collimateur du FBI. Nicky Dean, l'un de ces hommes de main placés à Hollywood qui viennent se faire inculper, a accepté de coopérer avec les fédéraux. Nitti et son capot, Tony Accardo, n'aiment pas les balances. Ne pouvant s'en prendre directement à Dean, il s'attaque à sa compagne. Estelle Evelyn Carré était très belle. Elle était pleine de vie, extravertie. Elle occupait un appartement d'Addison Street, près de Lakeshore Drive. Un jour, le 2 février, un homme se rend chez Estelle. Un peu plus tard, dans l'après-midi, son appartement est dévoré par les flammes. Quand les pompiers arrivent sur place, ils y découvrent le corps calciné de la jeune femme. Après autopsie, il s'avère qu'elle a été battue, poignardée et étranglée. Son meurtrier a fait preuve d'une violence inouïe. Elle est en quelque sorte devenue une martyre. Les autorités pensent à un règlement de compte entre mafieux. Estelle aurait été tuée pour dissuader quiconque de révéler quoi que ce soit sur l'organisation. Le meurtre restera sans suite. Bien qu'il ait été interrogé dans cette affaire, la police n'a jamais pu faire le lien entre Tony Accardo et le meurtre. Et ce ne sera pas la dernière fois. En 1906, Antonio Accardo, dit Tony, naît dans le West Side de Chicago. Il est le deuxième d'une fratrie de 6. Ses parents, Francesco et Maria, sont arrivés aux États-Unis 1 an seulement auparavant. Le cordonnier et sa femme se sont fait une place parmi leurs compatriotes italiens dans la Little Italy de Chicago. Tony ne brille pas particulièrement à l'école. Et à 14 ans, son père décide de l'en retirer pour le mettre au travail. À l'époque, rares étaient ceux qui allaient au lycée. Ils devaient travailler. Sans aucun diplôme, Tony travaille dans le quartier comme livreur ou vendeur d'épicerie. Mais le jeune homme a des ambitions, et être un petit livreur bien obéissant n'en fait pas partie. En 1920, l'année où Tony arrête l'école, commence l'ère de la prohibition. La fabrication et la vente d'alcool sont interdites sur tout le territoire américain, ce qui ouvre la voie à un marché noir très lucratif. Le quartier de Tony, Little Italy, devient le berceau de la production clandestine d'alcool et il y trouve un nouveau moyen de se faire de l'argent. Accardo est devenu coursier de contrebande. Dès ses premiers pas dans l'âge adulte, il distribuait l'alcool aux 4 coins de la ville. En 1922, Tony, alors âgé de 16 ans seulement, rejoint un groupe de gros bras, baptisé le Circus Café Gang, du nom de leur lieu de prédilection dans le quartier. Parmi ces hommes, Vincenzo De Mora, alias Machine Gun Jack McGurn, décèle en Tony quelques talents. Tony commence alors comme voleur à l'arraché et pickpocket, avant de se lancer dans les cambriolages et les vols à main armée. Tony développe aussi une technique qui lui servira toute sa vie, un talent particulièrement lucratif. Il apprend les rouages du jeu et de l'escroquerie.
Il a appris le fonctionnement des courses de chevaux, les arcanes des salles de jeu et des paris. Ça deviendra sa spécialité. En 1926, McGurn promeut Tony au poste de garde du corps personnel et de chauffeur. McGurn aussi est en pleine ascension. Tueur impitoyable et cruel, il est vite recruté comme homme de main par Scarface en personne, Al Capone. L'organisation criminelle de Capone, baptisée l'Outfit, engrange plusieurs millions de dollars par an. Et dans l'Outfit de Capone, le Circus Gang a un rôle bien précis. Il était en charge de l'arsenal. L'armement lourd que le gang Capone utilisait était fourni par le Circus Gang. Le territoire de Capone couvre tout le South Side, mais il convoite les bars clandestins et salles de jeux du Nord très lucratifs. Sauf qu'expansion signifie nouveaux ennemis et donc nouveaux tueurs à ses côtés. Capone demande alors à Jack McGurn s'il a des candidats à lui proposer. Le premier nom qui vient à l'esprit de Jack est Tony Accardo. Il a suivi les pas de son ami Jack McGurn dans l'organisation. Mais comme tout le monde, il a dû faire ses preuves pour faire son trou. Accardo commence comme guetteur avant de devenir chauffeur, puis garde du corps. Capone a plus que jamais besoin de protection. Il est en pleine lutte de pouvoir avec le gangster des quartiers nord, Bugs Moran. Cette guerre pour contrôler les rackets débouche sur une série de règlements de compte sans merci. Au cours des 4 premiers mois de l'année 1926, la guerre des gangs fait officiellement 29 morts à Chicago. Le 20 septembre, c'est Al Capone lui-même qui est visé. Capone était en train de déjeuner à l'Hawthorne Hotel quand une véritable horde de tueurs en convoi de voitures a arrosé le restaurant à coups de mitraillettes. D'après la légende qui circule au sein de la mafia de Chicago, lorsque les coups de feu commencent à pleuvoir et à faire des victimes, le premier réflexe de Tony Accardo est de protéger son boss. Sous le feu nourri des balles, Tony Accardo se saisit de Capone, le jette au sol avant de se placer au-dessus de lui. Accardo a protégé Capone en faisant rempart de son corps. Et c'est cet engagement sans faille qui a lancé sa carrière. À ce jour, il reste difficile de confirmer cette légende. Mais l'histoire est restée, forgeant à Accardo la réputation d'un homme prêt à tout pour protéger son patron. Même s'il ne lui a pas forcément sauvé la vie, Accardo a fait forte impression sur Al Capone. En 1928, Scarface a une mission importante. Il veut se débarrasser du mafieux Frankie Yale. Capone le soupçonne d'avoir éliminé l'un de ses proches associés, Tony Lombardo, lors d'un raid en plein jour dans les rues de Chicago. Capone réclame vengeance. Il lance ses hommes aux trousses de Frankie Yale. Parmi eux, Tony Accardo. Ils ont repéré Frankie Yale. Ils sont arrivés à hauteur de sa voiture et ils l'ont abattu de plusieurs rafales d'automatique. Le message est clair. Tony Accardo n'est pas seulement prêt à prendre des balles à la place de son boss, il peut aussi les distribuer en son nom. Et ce ne sera pas la dernière fois. En 1929, Chicago est le théâtre d'une sanglante guerre des gangs entre le parrain des quartiers nord, Bugs Moran, et son homologue du sud, le puissant Al Capone, surnommé Scarface. Fidèle soldat de Capone, Tony Accardo se serait, selon la légende, jeté sur son patron pour le sauver d'un mitraillage en règle. Pour se faire un nom, Accardo joue sur tous les tableaux. Le plus célèbre règlement de compte de la mafia a lieu en 1929, le jour de la Saint-Valentin.
quand les hommes de Capone abattent 7 membres du gang Moran. Peu avant le massacre, Capone quitte la ville pour tenter de se faire oublier. Pendant son absence, 2 de ses tueurs à gages, Albert Anselmi et John Scalise, décident de faire cavalier seul. Quand Capone l'apprend, il entreprend de régler cette mutinerie à sa façon. Il organise une fête en l'honneur de ses 2 amis pour les remercier de leur travail au sein de l'Outfit. Capone les invite à faire bonne chère dans un casino tenu par la mafia, le Plantation, situé sur la frontière de l'Indiana à Hammond. Anselmi et Scalise ne goûteront pas le dessert. Apparemment, en pleine festivité, les 2 hommes auraient été pris à part et un exécutant serait arrivé avec une batte de baseball. Les 2 hommes sont conduits à l'extérieur. Il leur a porté des coups fatals à la tête. Cet exécutant serait Tony Accardo. Et par la suite, Al Capone aurait dit « Dis donc, ce gamin sait manier la batte, c'est un vrai Joe Batters ». Le surnom est resté. Mais malgré l'aura de terreur qui entoure désormais Accardo, ses réelles activités criminelles restent en grande partie mystérieuses. Son nom reste toutefois associé à de nombreux assassinats. Il a été soupçonné d'avoir participé à des règlements de compte. Vers la fin de la Prohibition, il était connu des services de police. Mais les autorités ne parviennent jamais à le faire condamner. En 1931, le patron d'Accardo est enfin rattrapé par la justice. Le 18 octobre de cette année-là, il est condamné pour évasion fiscale et écope d'une peine de 11 ans de prison. Le bras droit de Capone, Frank Nitti, prend alors les rênes. Le nouveau parrain tient immédiatement une réunion avec ses sous-chefs et nomme Tony Accardo capo, c'est-à-dire capitaine de sa propre équipe d'hommes de terrain. Il se voit confier la gestion des jeux clandestins. Le jeu est une source de revenus très importante pour la mafia, surtout depuis l'abrogation de la Prohibition en 1933. Après la perte des revenus du trafic d'alcool, l'Outfit dépend de plus en plus de ces jeux clandestins. Accardo s'impose face à la concurrence. Tout établissement de jeu qui ne donne pas sa part à l'Outfit reçoit une petite visite des sbires d'Accardo. Ils arrivaient et ils disaient « C'est notre business maintenant. Qu'est-ce que vous vouliez y faire? Vous opposez à eux ?» Si la vie professionnelle d'Accardo se déroule bien, sa vie sentimentale n'est pas en reste non plus. En 1934, dans un nightclub du centre-ville, Tony rencontre une danseuse de cabaret, Clarice Porter. Clarice était fille d'immigrés polonais. Elle était issue du milieu du spectacle. Elle faisait de la variété à Chicago. Les 2 jeunes gens se plaisent tout de suite. Au bout de quelques mois, Tony, 28 ans, épouse la petite blonde de 22 ans à Crown Point, dans l'Indiana, aux abords de Chicago. C'est un mariage heureux. 2 ans plus tard, Tony et Clarice adoptent un petit garçon qu'ils appelleront Anthony. Pour Accardo, un bon mafioso est aussi un bon père de famille. Il décide très tôt de ne pas se faire remarquer et de rester discret, contrairement à son ancien patron, Al Capone. Al Capone était d'origine napolitaine. Il était très exubérant. Et ça se retrouve beaucoup chez les gangsters de ce milieu. Ils avaient une personnalité particulière et ça se ressentait sur leur façon de gérer les affaires. Pour Accardo, trop de publicité nuit aux affaires. Et les affaires marchent bien. Durant les années 30, Accardo, le gros bras, s'est mué en homme d'affaires avisé. Il avait un autre niveau intellectuel que la plupart de ses collègues. Il voyait plus grand. Il a étendu l'activité criminelle de l'Outfit de Chicago à d'autres secteurs. À la fin de la décennie, Chicago compte 7500 établissements de jeux contrôlés par la mafia. Il recouvre tout, des jeux de dés aux bandits manchots, en passant par la roulette, les loteries et autres paris.
Dans le Loop, à Chicago, il y avait au moins un bookmaker par pâté de maison. Et tous ou presque étaient sous la coupe de l'Outfit. Quand le parrain Frank Nitti a besoin d'étendre son empire à un nouveau secteur, les syndicats, il fait appel à son loyal capot, Joe Batters. Parmi ses premières cibles, le syndicat des projectionnistes de films. Tommy Malloy est le président du syndicat local des projectionnistes de Chicago et il mène déjà sa petite affaire de racket. Il exige une part de bénéfice de tous les cinémas locaux. S'il refuse de payer, ces hommes arrêtent le travail et le cinéma est contraint à la fermeture. Le racket de l'Irlandais plaît à Nitti et il veut en croquer. Malloy refuse. Tommy Malloy était un gros dur. Il ne comptait pas se laisser faire. Accardo supervise déjà toutes les opérations de jeu de la ville. Mais quand le parrain lance un gros contrat, il fait appel à son meilleur élément. Par un après-midi glacial de février 1935, Accardo et un autre tueur à gages filment Malloy en voiture jusqu'à un hôtel du South Side et arrivent à sa hauteur. Ils ont réussi à se mettre à côté de lui. Ils ont tous les deux fait feu. Et ils ont tous les deux fait mouche. Accardo règle le litige par une fusillade en voiture perpétrée en pleine journée. Maintenant que Malloy ne fait plus obstacle, l'Outfit peut placer un de ses hommes à la tête du syndicat des projectionnistes. Mais l'organisation ne se contentera pas du circuit cinématographique local. Nitti et sa bande visent bien plus haut, Hollywood. Pourtant, le voyage à Hollywood précipitera la perte de Nitti et ouvrira un boulevard de succès à Tony Accardo. Au milieu des années 30, Tony Accardo, dit Joe Batters, gravit tous les échelons de la mafia de Chicago. Après avoir fait ses gammes en tant qu'homme de main et tueur à gages, il supervise désormais le secteur d'activité le plus lucratif de la mafia. Le parrain Frank Nitti place Joe Batters à la tête de tous les établissements de jeu gérés par l'Outfit sur un territoire en constante expansion. Petites et grandes affaires sont à présent gérées dans le centre-ville de Chicago et dans sa périphérie. Il s'est bâti un petit empire du jeu. C'est devenu sa spécialité. Accardo dirige le secteur jeu de l'Outfit en gardant un œil acéré sur ses registres et chacun de ses associés. Il veille aussi farouchement sur la concurrence. Il avait des hommes en charge de repérer les jeux clandestins. Dans jeux clandestins, il faut comprendre des systèmes de jeu qui ne passaient pas par la mafia. Dans ces cas-là, quelqu'un venait frapper à la porte du contrevenant en disant « Surprise, vous avez un nouvel associé pour ce jeu, sinon vous faites faillite ou vous mourrez pour ce jeu. » Depuis qu'Accardo est aux commandes du secteur du jeu, les dollars affluent par millions dans les coffres de l'Outfit. Mais son patron, Frank Nitti, a en tête une autre forme de racket. L'Outfit a déjà fait main basse sur le syndicat des projectionnistes de Chicago. Nitti prélève une part des bénéfices de tous les cinémas en les menaçant de pousser les projectionnistes à ne pas venir travailler. Mais Nitti veut plus. Ces types étaient particulièrement doués pour dénicher les bons plans, comprendre les rouages et amasser un maximum d'argent. Nitti décide d'étoffer son affaire. Il peut tirer un plus gros profit de l'industrie du cinéma en infiltrant l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma. L'Alliance ne contrôle pas seulement le syndicat des projectionnistes, mais ceux de tous les métiers du cinéma comme les machinistes, les monteurs de décors, les scénographes. Les syndicats, contrôlés par l'Outfit, exigent des responsables de studios le paiement de plusieurs centaines de milliers de dollars à la mafia, sous peine de voir leur production couler. Certains des plus gros studios crachaient au bassinet pour que l'Outfit leur permette de fonctionner. C'est un racket très juteux.
Sur plusieurs années, il rapporte près de 2 millions de dollars. Mais ça ne dure pas longtemps. En mars 1943, le FBI arrête Frank Nitti, son bras droit Paul Ricca et plusieurs autres associés qui seront tous inculpés pour extorsion. Joe Batters n'est pas inquiété. Il supervisait différents secteurs, mais il n'avait pas d'implication directe dans l'extorsion exercée sur les studios hollywoodiens. Accardo est resté discret et concentré sur les réseaux de jeux de Chicago et sa vie de famille. En 1943, sa famille s'agrandit avec l'arrivée de 2 petites filles. En revanche, du côté de sa famille du crime, le ciel s'assombrit. La veille de son inculpation pour extorsion, le parrain Frank Nitti tient une petite réunion à son domicile de Riverside avec ses meilleurs hommes de confiance, parmi lesquels Paul Ricca et Tony Accardo. Les sous-chefs lui ont dit « Tu sais Frank, tu vas devoir te sacrifier pour nous. Tu vas prendre la faute sur toi pour nous protéger. » Quelques années auparavant, Nitti a effectué une courte peine de prison pour évasion fiscale. Mais cette fois, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Nitti, 54 ans, a une santé précaire et une longue peine de prison serait pour lui une condamnation à mort. Nitti ne pouvait pas affronter une nouvelle peine de prison. Il avait déjà été incarcéré et il ne se sentait pas de vivre ça une deuxième fois. Nitti demande à ses associés d'assumer l'inculpation avec lui, mais ceux-ci refusent. Il ne lui laisse alors que 2 options. Soit il prend tout sur lui, soit ils se chargent eux-mêmes du problème. C'est le bout de la route pour le mafioso. Il a préféré opter pour le suicide. Le 19 mars 1943, Frank Nitti marche le long d'une voie ferrée et se tire une balle dans la tête. À la mort de Nitti, Paul Ricca prend sa succession et Accardo devient son bras droit. En octobre suivant, le procès pour l'extorsion des studios hollywoodiens s'ouvre. Les 7 accusés sont condamnés à une peine de 10 ans de prison, y compris le chef fraîchement intronisé, Paul Ricca. Pour Anthony Accardo, l'incarcération de Paul Ricca était l'occasion rêvée de prendre le commandement de la mafia locale. C'est pour Accardo l'opportunité de renforcer son pouvoir. En plus de 15 ans au sein de l'Outfit, Joe Batters a réussi à faire son chemin en contournant la loi et en survivant aux autres mafieux. Accardo était plus malin, plus intelligent et plus calé en matière légale. Il ne laissait jamais de traces écrites. Les autres n'avaient ni la force ni l'intelligence d'Accardo. Il était bien plus doué. Joe Batters s'apprête à ouvrir de nouveaux horizons à l'Outfit de Chicago. Et ainsi engranger plus d'argent que les anciens du quartier n'auraient jamais pu imaginer. En 1943, après le suicide de Frank Nitti, la plupart des membres importants de l'Outfit de Chicago sont incarcérés après avoir été condamnés dans le scandale d'extorsion à Hollywood. Seul Tony Accardo, 37 ans, est libre. Resté à l'écart de cette affaire d'extorsion, il échappe à l'incarcération. Ce mafioso particulièrement impitoyable est maintenant aux commandes. On ne prend pas la tête de la mafia sans avoir du sang sur les mains. C'était un homme très violent. Il n'était pas surnommé le batteur parce qu'il faisait des gâteaux. Et il a de grands projets. Même si l'Outfit diversifie son activité avec le racket des syndicats et autres trafics, le jeu reste le secteur le plus rentable pour l'organisation. Et Tony sait comment étendre encore davantage son empire du jeu. Les bookmakers de tout le pays se servent des agences de presse pour transmettre les cotes, les résultats des courses et les gagnants. En 1946, la Continental Press de James Reagan est la première à diffuser ses résultats. James Reagan était un homme d'affaires accompli.
Il était propriétaire du réseau de diffusion des courses qui transmettait des informations sur les courses à tous les bookmakers du pays. Les bookmakers clandestins ne pouvaient rien faire sans lui. Tony Accardo propose un partenariat à Reagan, qui décline l'offre. Le mafieux fait alors pression sur lui. Il a dépêché des hommes pour menacer Reagan en lui disant « On va devenir associés, on veut notre part ». Et Reagan a continué de dire non. Exaspéré, Reagan tente alors le tout pour le tout. Il fait part de ses menaces au FBI dans une déposition détaillée qui n'est pas du tout du goût de Joe Batters. En juin 1946, des tueurs se sont cachés dans une fourgonnette qui a doublé la voiture de Reagan. Ensuite, ils ont ouvert le feu à coups de fusil. Et les plombs ont traversé les vitres et la carrosserie de la voiture. Criblé de balles, Reagan s'en sort miraculeusement et refait une déposition sur son lit d'hôpital. L'outfit ne pouvait clairement pas le laisser faire. Alors un jour, quelqu'un s'est glissé dans sa chambre d'hôpital et a injecté du mercure dans l'intraveineuse de Reagan, toujours alitée. James Reagan décède d'un empoisonnement au mercure. Sans le principal témoin, l'enquête du FBI est au point mort. Personne n'est inculpé pour ce meurtre. Maintenant que Reagan est mort, l'outfit peut prendre la tête de son service de presse. Et Tony Accardo peut s'attaquer à la concurrence. Dans le South Side de Chicago, deux as des paris afro-américains, Teddy Rowe et Ed Jones, sont à la tête d'une affaire de jeu qui échappe au contrôle de l'outfit. Absolument tout ce sur quoi on pouvait parier était sous leur contrôle. On prétend qu'ils auraient gagné plus de 180 000 $ par semaine sur tous les quartiers de Southside. Accardo les fait traquer. Rowe sera abattu par balle devant chez lui. Jones, lui, sera kidnappé avant d'être libéré contre le paiement par sa famille d'une rançon de 100 000 $. Le message est plus que clair. Accardo était vraiment sans pitié. S'il sentait que ses intérêts ou ceux de la mafia étaient menacés, il le faisait payer très cher. Mais côté famille, Tony Accardo est tout autre. En 1946, lui et sa femme adoptent un deuxième enfant, un autre petit garçon. Et il veille à préserver sa vie de famille de ses activités. Il ne faisait rien d'extravagant. Il ne fréquentait pas d'autres femmes. Il était fidèle à son épouse, Clarisse. C'était un vrai père de famille. Il avait 4 enfants, il aimait jouer au golf et passer l'hiver en Californie. Si sa famille s'agrandit, les affaires de la mafia aussi. En 1947, Accardo étend son réseau de jeux jusqu'au nord-ouest de l'Indiana. Il fait ainsi de l'outfit une entreprise apparemment comme les autres. Il a nommé un PDG, lui. Il avait aussi ses assistants, un trésorier. Il avait aussi des avocats. Il avait des lieutenants dans tous les quartiers des différentes villes et comtés de tout le pays. Et enfin, il avait ses soldats qu'on pourrait considérer comme des employés. D'une sophistication impressionnante, la corruption mafieuse a sérieusement évolué depuis le trafic des années 20, avec les rackets, le jeu et l'infiltration des syndicats dans les années 30-40. Dans les années 50, l'expansion du crime organisé attire l'attention du Sénat américain. L'opinion publique va pouvoir accéder pour la première fois au monde occulte de la mafia. Tony Accardo, qui a réussi à échapper au feu des projecteurs toute sa vie, est sur le point de se retrouver en première ligne devant un auditoire national. En 1950, Tony Accardo est confortablement installé au sommet de la hiérarchie du crime. C'est le parrain de l'outfit. Il est à l'origine d'une entreprise illégale d'une envergure sans pareille. C'était le Big Boss, indubitablement. Je pense qu'on peut dire que Tony Accardo était le chef criminel le plus puissant des États-Unis.
Évidemment, il y avait les 5 familles de New York aussi. Mais à Chicago, l'outfit de Tony Accardo ne formait qu'un seul bloc. Parrain de la Outfit, Tony Accardo attire l'attention du Sénat américain qui diligente une enquête sur l'activité mafieuse dans tout le pays. Et parmi les premiers mafiosi de la liste, on retrouve Tony Accardo. À l'été 1950, Chicago occupe le devant de la scène nationale suite à l'enquête du Sénat sur la mafia. Tony Accardo, 44 ans, et plusieurs de ses subalternes sont cités à comparaître devant une commission spéciale dirigée par le sénateur du Tennessee, Estes Kefauver. Il a dirigé cette commission qui a sillonné tout le pays pour auditionner plusieurs centaines de témoins. Et quand la commission Kefauver est arrivée à Chicago, il s'est produit un phénomène extraordinaire. Tous les gangsters notoires s'étaient évanouis dans la nature. Ils ont su que la commission arrivait et ils ont quitté la ville. Tony Accardo part au Mexique, mais la commission l'attend. Et 6 mois plus tard, il est contraint de venir témoigner. Sous serment, il se livre cependant très peu, refusant de répondre à presque toutes les questions en invoquant le 5e amendement. Mais les auditions de Kefauver ne sont pas vaines pour autant. Leur périple dans les grandes villes américaines leur a appris que le crime organisé se composait de 2 grands groupes. L'un à New York et le deuxième à Chicago sous le commandement d'Accardo. Avec ses auditions, Tony Accardo gagne en visibilité. Mais il est toujours très prudent avec la presse. Accardo avait l'intelligence de comprendre qu'au moindre faux pas devant les caméras, c'était la fin pour lui. Il s'est donc comporté comme un homme de la bonne société. Et les téléspectateurs se sont dit, il n'a pas l'air si mauvais que ça. Dans les années 50, le sens des affaires de Tony Accardo continue à lui rapporter gros. Il savait comment manipuler les gens. Il savait reconnaître ceux dignes de confiance, distinguer les forts des faibles, qu'il pouvait alors écraser. Il savait quel milieu infiltrer. Désormais bien à l'abri du besoin, Tony décide de se choisir une maison digne d'un parrain de la mafia. Pendant des années, il a vécu avec sa famille dans cette modeste maison de la banlieue résidentielle de River Forest. Mais Tony voit plus grand. Tony avait toujours conseillé à ses hommes de ne pas se faire remarquer, de rester discret. Et puis il a emménagé dans cette maison et bien sûr, il s'est attiré les foudres de ses collègues. En 1956, Tony passe outre ses propres conseils et s'offre cette luxueuse maison pour 150 000 $, l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels. Il baptise sa nouvelle demeure le Palace. Elle compte 22 chambres, une piscine intérieure, une piste de bowling et une baignoire en onyx noir d'une valeur de 10 000 $. Parrain de l'outfit, Tony Accardo est à la tête d'un territoire qui couvre l'Illinois, l'Indiana et le Wisconsin. Et dans les années 50, il décide de l'étendre encore davantage jusqu'à Las Vegas. Contrairement à Chicago où les guerres de territoire font rage, Las Vegas est un lieu de paix, même entre les familles de New York et Chicago. Las Vegas était une ville ouverte. Tout le monde pouvait y faire son petit business. Du moment qu'ils ne dérangent pas nos affaires, on les laisse faire les leurs. En 1955, en utilisant ses subalternes comme hommes de paille, Accardo investit secrètement dans un casino encore en construction, le Stardust. Une partie de l'argent insufflé vient d'un autre trafic d'Accardo, l'infiltration des syndicats de Chicago. Ils avaient la main mise sur les fonds de pension. C'est comme ça qu'ils ont pu investir à Las Vegas, grâce à l'argent des syndicats de routiers. Ils se sont offerts des hôtels et des casinos. C'était très lucratif et c'était le début des comptes secrets. Dès son ouverture le 2 juillet 1958, le Stardust fait le plein. Contrairement à ses concurrents, le Flamingo et le Riviera, qui n'accueillent que de gros flambeurs, le Stardust propose des chambres à 5 $ la nuit.
Le Stardust était un modeste concurrent dans l'univers du jeu de Las Vegas. C'était un casino qui s'adressait aux gens ordinaires, qui venaient jouer 5 ou 10 cents sur les machines à sous et qui ne ressortaient pas totalement rincés. Mais les cents s'accumulent. Les bénéfices sont empochés et l'argent afflue à Chicago avant même que l'Outfit n'ait eu le temps de le compter. Accardo a découvert une incroyable poule aux œufs d'or qui rapporte des millions chaque année. Rares sont les mafieux que l'on peut qualifier de visionnaires, mais pour ce qui est d'Accardo et Vegas, on peut le dire. En 1957, après plusieurs décennies de surveillance des activités mafieuses, le Sénat américain met en place un service d'investigation permanent, la Commission des raquettes. Une nouvelle série d'auditions s'ouvre alors, et en 1958, Tony Accardo est convoqué à Washington. Mais comme il l'a fait 7 ans auparavant, Accardo ne parle pas. Il refuse de répondre aux questions, invoquant toujours le 5e amendement. Je m'abstiens de répondre. Pour quel motif? Pour le motif que ça risque de me porter préjudice et de me piéger. Je m'abstiens de répondre. Je m'abstiens de répondre. Je m'abstiens de répondre. Vous refusez donc d'aider votre pays, c'est ça? Vous refusez de coopérer et de nous assister? Je m'abstiens de répondre. Il aura recours au 5e amendement à 172 reprises. Pendant les 40 ans qu'il a passé dans la peau d'un mafieux, Tony Accardo a toujours réussi à passer sous les radars et à rester loin des projecteurs. Mais avec sa récente médiatisation involontaire, il est prêt à se retirer des affaires. Sauf que la justice a d'autres projets pour lui. À la fin des années 50, la nouvelle entreprise du parrain de l'Outfit de Chicago, Tony Accardo, est très rentable. À Las Vegas, le casino de l'Outfit, le Stardust, regorge de flambeurs qui dépensent sans compter. Ces activités de Las Vegas rapportent à Accardo plusieurs millions de dollars par an. Mais le FBI veille. Tony décide alors d'opter pour le changement. En 1957, Tony Accardo, 51 ans, cède la gestion quotidienne de ses opérations à son bras droit, un mafieux fantasque du nom de Sam Giancana. Accardo veut prendre sa retraite. Il aimait voyager, il aimait pêcher et financièrement il était à l'abri. Il a donc décidé de se retirer un moment. Normalement, dans la mafia, on finit entre 4 planches. Accardo ne comptait pas tout abandonner. Il voulait rester consigliere. Mais il voulait prendre un peu de recul. Tony Accardo se croit à l'abri jusqu'au 29 juillet 1959. Après des années d'enquête de la brigade financière, il est inculpé pour fausse déclaration d'impôt. Sur sa déclaration d'impôt, il était noté qu'il était représentant de commerce pour une brasserie et on savait qu'il n'y avait jamais travaillé. Nous l'avons donc inculpé pour fausse déclaration et déduction frauduleuse de l'achat d'une voiture de fonction. La justice s'est appuyée sur de nombreux témoignages confirmant qu'il n'avait jamais été vendeur de bière. En conséquence, après avoir échappé à la justice pendant des années, le mafioso est reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'évasion fiscale et condamné à 6 ans de prison. Son avocat fait appel en prétextant que des articles à charge parus dans la presse ont influencé le jury. Il obtient alors un nouveau procès. Lors du 2e procès, les avocats d'Accardo sont prêts à contre-attaquer. Cette fois, ils connaissaient les charges et ils ont réussi à convaincre le jury que Tony Accardo avait bien travaillé dans la vente. Le 3 octobre 1962, le jury du 2e procès d'Accardo le déclare non coupable. C'était un coup dur pour nous de perdre cette affaire. On sentait qu'on le tenait et on l'a perdu. Ces 2 procès font les choux gras de la presse, ce qui ne plaît pas franchement aux autres mafieux. Tony décide donc plus que jamais de faire profil bas. En 1963, Tony Accardo a fait construire cette maison pour s'y installer en réponse à la fronde des membres de l'organisation. Pour eux, son mode de vie était trop ostentatoire. De son côté, Sam Giancana, le numéro 2 de l'Outfit, est loin d'être discret.
Sam Giancana était plus que démonstratif et exubérant. Il aimait la notoriété, il aimait cette espèce d'aura de star. En 1965, Giancana est appelé à témoigner devant un grand jury. Il refuse et se voit ainsi condamné pour outrage et incarcéré pendant 1 an. Quand Giancana est libéré l'année suivante, l'accueil de l'Outfit n'est pas des plus chaleureux. Son comportement a trop attiré l'attention de l'opinion publique et des autorités, et Accardo sait que la publicité est mauvaise pour les affaires. Il envoie donc Giancana au Mexique, où il monte une nouvelle affaire de jeu. Mais Giancana ne renvoie pas l'argent des bénéfices à Chicago, et les parrains n'apprécient pas. En 1974, le gouvernement mexicain expulse Giancana. De retour aux États-Unis, il a voulu récupérer sa place au sein de la mafia, mais Accardo a catégoriquement refusé. Le 18 juin 1975. En pleine nuit, Sam Giancana se prépare à manger dans la cuisine de son sous-sol. Peu après minuit, quelqu'un pénètre chez lui et l'abat d'une balle à l'arrière du crâne et 6 autres en plein visage. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Il connaissait son meurtrier et lui faisait confiance. Celui qui a tué Giancana l'a fait au nom de la mafia. Personne ne sera jamais inquiété pour ce meurtre, mais chacun sait qu'un contrat sur la tête de Giancana ne pouvait émaner que d'en haut. Il fallait forcément l'aval d'Accardo pour un coup pareil. Personne d'autre qu'Accardo n'aurait pu commanditer ça. Même au crépuscule de sa vie, Accardo reste un homme dangereux. En 1978, alors âgé de 72 ans, Accardo passe l'hiver dans sa maison de Palm Springs. Quelqu'un en profite pour cambrioler son domicile de Chicago. Les cambrioleurs mettent sa maison à sac. Accardo est hors de lui à l'idée que quelqu'un se soit permis de commettre un tel acte chez lui. Certaines sources du FBI ont déclaré n'avoir jamais vu, je cite, le vieux dans un tel état de rage. Il était fou. Il voulait attraper les misérables qu'il avait cambriolés. En l'espace de quelques mois, on a retrouvé 7 cadavres la gorge tranchée. C'était clairement un message qui disait que ce genre de choses ne devait jamais se reproduire. Même s'il délègue la majeure partie de ses activités, il est clair qu'Accardo tire encore les ficelles. Et ça n'échappe pas à la justice. En 1984, Accardo est cité à comparaître devant une commission sénatoriale dans le cadre du racket des syndicats. Monsieur Accardo, voulez-vous bien venir à la barre? Pour la toute première fois, Tony accepte de répondre au Sénat, sans pour autant en dire trop. Vous portez depuis des années le surnom de Joe Batters, c'est exact? Oui, monsieur. B-A-T-E-R-S, Batters? Oui, monsieur. Comment vous est venu ce surnom? Je ne me souviens pas. Depuis combien de temps portez-vous ce surnom? Oh, depuis des années. Accardo se révélera finalement un témoin très peu coopératif et écopera d'une accusation d'outrage. Cependant, les auditions ne déboucheront sur aucune accusation d'ordre criminel pour Accardo. Anthony Accardo a eu une gentille petite vie. Il n'a pas fait un seul séjour derrière les barreaux. En 1992, la plupart des collègues de Tony sont soit morts, soit en prison pour de longues peines. Tony, lui, souffre de graves problèmes cardiaques. Quand le bruit a couru que Tony Accardo était très malade, tout le monde a attendu sa mort. Les médias étaient en permanence postés à l'hôpital, guettant la moindre évolution de son état. Le 27 mai 1992, Tony Accardo, alors âgé de 86 ans, décède d'une insuffisance cardiaque suite à l'interruption de son assistance respiratoire. Sa mort marque la fin de l'ère des mafieux à la Al Capone. Le PDG d'une organisation criminelle doit gérer des tueurs, des voleurs, des dealers. C'est une performance de leur inspirer le respect et d'éviter qu'ils ne disent « Allez, on se débarrasse du vieux ». Parce que c'est comme ça que ça se passe depuis des générations dans le crime organisé. Personne ne s'en est pris à Accardo. Aucun membre de son clan. C'est vraiment son flair qui lui a permis d'éviter toutes les embûches.
On peut quand même se demander jusqu'où il serait allé s'il n'avait pas choisi de vivre du crime. Il n'a jamais fait de prison. On n'a jamais attenté à sa vie. Il était à la tête de l'organisation criminelle la plus puissante des États-Unis. Personne ne peut en dire autant. Tony Accardo a accompli un véritable tour de force pour un mafieux. Mourir de sa belle mort. Et ainsi récolter des millions. Mais ça sent le roussi pour le parrain Frank Nitti. Il est dans le collimateur du FBI. Nicky Dean, l'un de ces hommes de main placés à Hollywood, qui vient de se faire inculper, a accepté de coopérer avec les fédéraux. Nitti et son capot, Tony Accardo, n'aiment pas les balances. Ne pouvant s'en prendre directement à Dean, il s'attaque à sa compagne. Estelle Evelyn Carré était très belle. Elle était pleine de vie, extravertie. Elle occupait un appartement d'Addison Street, près de Lakeshore Drive. Un jour, le 2 février, un homme se rend chez Estelle. Un peu plus tard, dans l'après-midi, son appartement est dévoré par les flammes. Quand les pompiers arrivent sur place, ils y découvrent le corps calciné de la jeune femme. Après autopsie, il s'avère qu'elle a été battue, poignardée et étranglée. Son meurtrier a fait preuve d'une violence inouïe. Elle est en quelque sorte devenue une martyre. Les autorités pensent à un règlement de compte entre mafieux. Estelle aurait été tuée pour dissuader quiconque de révéler quoi que ce soit sur l'organisation. Le meurtre restera sans suite. Bien qu'il ait été interrogé dans cette affaire, la police n'a jamais pu faire le lien entre Tony Accardo et le meurtre. Et ce ne sera pas la dernière fois. En 1906, Antonio Accardo, dit Tony, naît dans le West Side de Chicago. Il est le deuxième d'une fratrie de 6. Ses parents, Francesco et Maria, sont arrivés aux États-Unis 1 an seulement auparavant. Le cordonnier et sa femme se sont fait une place parmi leurs compatriotes italiens dans la Little Italy de Chicago. Tony ne brille pas particulièrement à l'école. Et à 14 ans, son père décide de l'en retirer pour le mettre au travail. À l'époque, rares étaient ceux qui allaient au lycée. Ils devaient travailler. Sans aucun diplôme, Tony travaille dans le quartier comme livreur ou vendeur d'épicerie. Mais le jeune homme a des ambitions, et être un petit livreur bien obéissant n'en fait pas partie. En 1920, l'année où Tony arrête l'école, commence l'ère de la prude. Il a appris le fonctionnement des courses de chevaux, les arcanes des salles de jeu et des paris. Ça deviendra sa spécialité. En 1926, McGurn promeut Tony au poste de garde du corps personnel et de chauffeur. McGurn aussi est en pleine ascension. Tueur impitoyable et cruel, il est vite recruté comme homme de main par Scarface en personne, Al Capone. L'organisation criminelle de Capone, baptisée l'Outfit, engrange plusieurs millions de dollars par an. Et dans l'Outfit de Capone, le Circus Gang a un rôle bien précis. Il était en charge de l'arsenal. L'armement lourd que le gang Capone utilisait était fourni par le Circus Gang. Le territoire de Capone couvre tout le South Side, mais il convoite les bars clandestins et salles de jeux du Nord, très lucratifs. Sauf qu'expansion signifie nouveaux ennemis et donc nouveaux tueurs à ses côtés. Capone demande alors à Jack McGurn s'il a des candidats à lui proposer. Le premier nom, prohibition. La fabrication et la vente d'alcool sont interdites sur tout le territoire américain, ce qui ouvre la voie à un marché noir très lucratif. Le quartier de Tony, Little Italy, devient le berceau de la production clandestine d'alcool et il y trouve un nouveau moyen de se faire de l'argent. Accardo est devenu coursier de contrebande.
Dès ses premiers pas dans l'âge adulte, il distribuait l'alcool aux quatre coins de la ville. En 1922, Tony, alors âgé de 16 ans seulement, rejoint un groupe de gros bras, baptisé le Circus Café Gang, du nom de leur lieu de prédilection dans le quartier. Parmi ces hommes, Vincenzo De Mora, alias Machine Gun Jack McGurn, décèle en Tony quelques talents. Tony commence alors comme voleur à l'arraché et pickpocket, avant de se lancer dans les cambriolages et les vols à main armée. Tony développe aussi une technique qui lui servira toute sa vie, un talent particulièrement lucratif. Il apprend les rouages du jeu et de l'escroquerie. Sous ses airs de gentil papy, Tony Accardo était aussi cruel, si ce n'est plus cruel que les autres. C'était un homme très violent. Il n'était pas surnommé le batteur parce qu'il faisait des gâteaux. Tous ceux qui descendaient quelqu'un au nom de la mafia de Chicago devaient d'abord lui demander. Comme l'a dit un jour un des leaders de l'outfit, Tony en avait plus dans le ciboulot en se levant le matin qu'Al Capone en toute une vie. Tony Accardo a fait de la mafia l'organisation criminelle la plus rentable et la plus lucrative du monde. Janvier 1943. Les chefs de l'outfit de Chicago sont en pleine opération d'extorsion de fonds à grande échelle, resserrant les taux sur le syndicat des projectionnistes de cinéma pour avoir la main mise sur les studios hollywoodiens